Les adjectifs en esque. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut sembler minuscule au premier abord, mais qui nous conduit finalement au cœur du fonctionnement du langage. Nous allons nous intéresser aux adjectifs en esque. Grotesque, pittoresque, gigantesque, dantesque, molièresque, mais aussi à des créations plus récentes comme webesque ou tvesque. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Beider. Il y a déjà plusieurs années, nous avons publié ensemble un article consacré à ce suffixe. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir aujourd'hui sur certaines de nos conclusions qui me semblent toujours très actuelles. Bonjour Fabienne. Bonjour Henriette, je suis ravie de participer à cette discussion. C'est vrai que lorsque nous avons travaillé sur ce sujet, nous étions partis d'une question relativement simple. Comment fonctionne exactement le suffixe esque? Et puis, au fil de l'analyse, nous avons découvert que cette petite terminaison soulevait des questions beaucoup plus vastes concernant le lexique, la créativité linguistique et même la façon dont les locuteurs construisent le sens. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde connaît ces adjectifs sans forcément se poser de questions à leur sujet. On comprend spontanément ce que veut dire grotesque ou pittoresque. Pourtant, lorsqu'on essaie d'expliquer précisément leur fonctionnement, les choses deviennent rapidement plus complexes. Oui, et les descriptions traditionnelles donnent souvent une explication assez simple. On dit généralement que le suffixe esque signifie à la manière de. Cette définition n'est pas fausse, elle fonctionne assez bien pour certains adjectifs comme molièresque ou dantesque. Mais elle devient vite insuffisante dès que l'on élargit l'observation. Justement, Fabienne, à quel moment as-tu commencé à penser que cette définition ne suffisait plus? Probablement lorsque nous avons commencé à examiner un grand nombre d'occurrences. Car dès qu'on rencontre des adjectifs comme grotesque, gigantesque ou abracadabrantesque, il devient difficile de les réduire à une simple idée de ressemblance. On sent bien qu'il se passe autre chose. Et ce quelque chose d'autre est devenu l'un des fils conducteurs de notre réflexion. Parce que dans beaucoup d'emplois, le suffixe ne semble pas seulement établir un lien avec une référence. Il contribue aussi à mettre en valeur une propriété particulière, quelque chose qui attire l'attention. Oui, et avant même d'aborder l'analyse théorique, il y avait un autre point qui nous intriguait, la vitalité du suffixe. À l'époque déjà, plusieurs études suggéraient que sa productivité était en diminution et qu'il était surtout utilisé dans la littérature ou dans certains styles journalistiques. Nous voulions vérifier cette hypothèse. Et les résultats ont été plutôt surprenants. En effet, lorsque nous avons comparé les dictionnaires et les corpus, nous avons constaté un écart considérable. Les dictionnaires répertoriaient un nombre relativement limité d'adjectifs en esque, mais les corpus révélaient une quantité beaucoup plus importante de formes effectivement utilisées. Autrement dit, la langue réelle débordait largement la langue enregistrée. Exactement. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est que beaucoup de ces formes étaient récentes. Nous trouvions des créations fondées sur des personnalités contemporaines, sur des sigles, sur des objets techniques ou encore sur des références culturelles très actuelles. Le suffixe apparaissait beaucoup plus vivant qu'on ne le disait. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à remettre en question l'idée selon laquelle les bases devaient nécessairement renvoyer à des êtres humains? Absolument. Oui, parce que cette hypothèse fonctionnait assez bien pour des formes comme chiraquesque ou mitterrandesque, mais elle devenait difficile à maintenir lorsqu'on rencontrait des créations comme TVesque, webesque ou systemesque. Ces exemples montraient clairement que le procédé s'étendait désormais à d'autres types de références. Et c'est précisément ce point qui m'a toujours paru fascinant. Car chaque nouvelle formation suppose que le locuteur identifie certaines propriétés comme suffisamment représentatives pour servir de point de référence. Autrement dit, lorsqu'il crée ou utilise un adjectif en esque, il ne se contente pas d'ajouter un suffixe.
Il sélectionne déjà une certaine manière de voir les choses. Et c'est cette question qui va progressivement nous conduire vers la notion de typage. Henriette, tu viens d'employer le mot typage. Je crois que c'est probablement la notion la plus importante de notre article. Mais ce n'est pas forcément un terme familier pour tout le monde. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? Oui, tu as raison. Quand on parle de typage, on parle d'une opération qui consiste à rapporter une occurrence à un type. Autrement dit, lorsqu'un locuteur utilise un adjectif en esque, il ne décrit pas simplement une propriété. Il construit aussi une relation avec une représentation considérée comme typique. C'est particulièrement clair avec certains adjectifs littéraires. Je pense par exemple à molièresque. Lorsque quelqu'un parle d'un patois molièresque, il ne veut pas dire que Molière a inventé ce patois. Il suggère plutôt que ce patois correspond à l'image que l'on se fait du langage présent dans les œuvres de Molière. Exactement. Dans ce cas-là, on est très proche d'une opération d'identification. L'occurrence est reconnue comme appartenant à un type. Mais ce qui devient intéressant, c'est que tous les adjectifs en esque ne fonctionnent pas de la même manière. Oui, parce qu'à côté de molièresque, on trouve des adjectifs comme grotesque. Et là, on a immédiatement l'impression que quelque chose a changé. Tout à fait. Prenons l'expression « une histoire grotesque ». On ne se contente plus d'identifier un type. On signale aussi un écart par rapport à ce qui serait normalement attendu. L'histoire est présentée comme étrange, invraisemblable, difficile à accepter. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet n'est pas forcément contenu dans le suffixe lui-même. Pendant longtemps, certains chercheurs ont considéré que esque apportait automatiquement une valeur de démesure ou de bizarrerie. Or, nos exemples montrent que les choses sont plus nuancées. Oui, et c'est là que le rôle de la base devient essentiel. La valeur finale ne dépend pas seulement du suffixe. Elle dépend aussi des propriétés associées au mot sur lequel ce suffixe est construit. On peut d'ailleurs comparer plusieurs exemples. Prenons chevaleresque, grotesque et gigantesque. Ces trois adjectifs appartiennent à la même famille morphologique. Pourtant, ils ne produisent pas du tout les mêmes effets de sens. Et c'est précisément ce constat qui nous a amené à nuancer fortement les descriptions traditionnelles. Dans chevaleresque, l'évaluation est souvent positive. Dans grotesque, elle est généralement négative. Dans gigantesque, elle concerne davantage l'idée d'intensité ou de haut degré. Autrement dit, le suffixe n'est ni intrinsèquement péjoratif, ni intrinsèquement laudatif. Voilà. Ce qu'il apporte de façon beaucoup plus constante, c'est une opération de mise en relief. Le locuteur attire l'attention sur quelque chose qu'il considère comme remarquable. Je trouve que l'exemple de pittoresque illustre très bien cette idée, parce que selon les contextes, le même adjectif peut être simplement descriptif, franchement admiratif ou légèrement moqueur. Oui, et c'est une observation très importante, car elle montre que le sens ne réside pas entièrement dans le mot. Le contexte participe activement à la construction de l'interprétation. Donc si je te suis bien, ce qui nous intéresse n'est plus seulement la signification du suffixe, c'est aussi la manière dont le locuteur l'utilise pour construire une occurrence comme remarquable, atypique ou non quelconque. Exactement. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à parler de grammaticalisation de l'atypique. Car derrière des adjectifs très différents, nous retrouvions une même tendance, celle de construire quelque chose qui se détache de l'ordinaire. Henriette, lorsqu'on parle d'atypique, on pourrait avoir l'impression que tous les adjectifs en esque renvoient forcément à quelque chose d'extravagant ou de bizarre. Pourtant, ce n'est pas vraiment ce que nous affirmons. Non, effectivement. L'atypique ne signifie pas nécessairement le bizarre ou le ridicule. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt le fait qu'une occurrence cesse d'être quelconque. Elle attire l'attention. Elle se détache du fond ordinaire des choses. C'est ce qui explique pourquoi nous avons finalement pris nos distances avec l'idée selon laquelle esque exprimerait toujours la démesure. Oui,
La démesure existe dans certains cas, mais elle n'est pas systématique. Prenons gigantesque. Là, nous sommes effectivement dans un univers où la quantité et l'intensité jouent un rôle central. Quand on part d'une cathédrale gigantesque ou d'une opération gigantesque, on ne décrit pas simplement quelque chose de grand, on suggère quelque chose qui dépasse les dimensions ordinaires. Exactement. On s'oriente vers ce que la théorie culiolienne appelle un centre attracteur. Autrement dit, une valeur extrême vers laquelle on tend sans jamais véritablement l'atteindre. Donc dans ce cas-là, l'adjectif construit une sorte de mouvement vers le haut degré. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme n'est pas obligatoire. Avec molièresque, par exemple, il n'y a pas de haut degré. Il y a simplement identification à un type. Autrement dit, molièresque et gigantesque relèvent du même suffixe, mais pas exactement du même fonctionnement sémantique. Voilà. Dans un cas, on construit principalement une reconnaissance. Dans l'autre, on construit une orientation vers une valeur extrême. Mais dans les deux situations, on sort du banal. Et cela nous ramène à une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi les adjectifs en esque semblent-ils si expressifs? Pourquoi donnent-ils souvent l'impression d'en dire davantage que d'autres adjectifs? Je pense que c'est parce qu'ils condensent énormément d'informations. Lorsqu'on dit qu'une situation est ubuesque, par exemple, on ne décrit pas simplement un événement. On mobilise tout un univers culturel. Oui, le mot convoque immédiatement le personnage d'Ubu, son absurdité, son arbitraire, son excès. Quelques syllabes suffisent à activer un ensemble très riche de représentations. Et c'est exactement le même phénomène avec des adjectifs comme gargantuesque, molièresque ou chiraquesque. Le suffixe permet d'évoquer tout un faisceau de propriétés sans avoir à les énumérer. D'une certaine manière, ces adjectifs sont extraordinairement économiques. Ils permettent de dire beaucoup avec très peu. Oui, mais cette économie suppose une forme de complicité entre les locuteurs. Pour comprendre gargantuesque, encore faut-il savoir qui est Gargantua. Pour comprendre ubuesque, il faut connaître Ubu. Et c'est peut-être ce qui explique le succès des néologismes, parce qu'ils reposent souvent sur des références partagées par une communauté donnée. Absolument. Un néologisme en esque fonctionne souvent comme un clin d'œil. Il. Le locuteur suppose que son interlocuteur possède les connaissances nécessaires pour reconstruire le sens. C'est particulièrement visible dans les usages contemporains du web. Les internautes créent sans cesse de nouvelles formes. Certaines disparaissent rapidement, d'autres s'installent durablement. Et ce phénomène est très intéressant du point de vue énonciatif, parce qu'il montre que les locuteurs ne se contentent pas d'utiliser la langue, ils la transforment. Ils se réapproprient des mécanismes existants pour produire de nouveaux effets de sens. Finalement, plus nous étudions ce suffixe, moins il nous apparaissait comme un simple procédé morphologique. Oui, il devenait progressivement une fenêtre ouverte sur des questions beaucoup plus générales. Comment catégorisons-nous le monde? Comment construisons-nous le typique? Comment signalons-nous l'écart, l'exception ou le remarquable? Et c'est probablement ce qui explique pourquoi ces adjectifs continuent de nous fasciner. Ils sont à la fois très anciens et extraordinairement modernes. Ils permettent aux locuteurs de créer, de commenter, d'évaluer et de partager des représentations, en quelques syllabes seulement. Alors, si nous devions résumer notre thèse en une phrase, je dirais que le suffixe esque ne sert pas simplement à exprimer une ressemblance. Il sert à construire une relation particulière à un type. Et j'ajouterais que cette relation conduit très souvent à construire une occurrence comme remarquable, atypique ou non quelconque. C'est pourquoi nous avons parlé de grammaticalisation de l'atypique. Finalement, derrière des mots aussi différents que molièresque, pittoresque, grotesque, gargantuesque ou ubuesque, on retrouve une même question. Comment la langue attire-t-elle notre attention sur certaines propriétés plutôt que sur d'autres? Et c'est peut-être ce qui rend ce petit suffixe si passionnant.
parce qu'à travers lui, nous observons la rencontre entre le lexique, la culture, la cognition et l'énonciation. Fabienne, merci beaucoup d'avoir accepté cette conversation. J'ai eu beaucoup de plaisir à revenir sur cet article avec toi. Merci à toi, Henriette. C'était une belle occasion de redécouvrir un sujet qui continue, je crois, à nous apprendre beaucoup sur le fonctionnement du langage. Et merci à vous qui nous avez écoutés. La prochaine fois que vous rencontrerez un adjectif en esque, qu'il soit ancien, littéraire ou tout juste inventé, vous saurez qu'il ne s'agit pas simplement d'un effet de style. Derrière cette petite terminaison se cache toute une mécanique de catégorisation, d'évaluation et de construction du sens. À très bientôt pour une nouvelle exploration linguistique.